Allez, chers amis, Bruchim Habayim à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Et Bezrat Hashem, on déduit ces jours comme d'habitude pour la tzlacha de nos chayalim. Pour Bezrat Hashem, enfin la libération de nos otages. Amen. Que tous les malades d'Israël Bezrat Hashem puissent guérir. Amen. Et surtout, on souhaite et on remercie Torah Vox Bezrat Hashem pour ce qu'il nous aide à mettre en place. Également le Rav Avner. Pour Baruch Hashem, le shiur maintenant il a plus de, pas forcément mixte, mais le shiur ici, en tout cas que moi j'ai le plaisir de donner, ça a commencé depuis maintenant, on a passé Baruch Hashem 1 an déjà, donc c'est une très très belle aventure, on est très fiers, et je n'aurai de cesse de les remercier pour cette magnifique aventure que j'ai le plaisir de partager avec vous, donner des cours. Sachez que vous, j'espère que vous prenez du plaisir à venir écouter des cours, mais je peux vous dire que ça ne se rapprochera jamais du plaisir que moi j'ai à vous le donner. Parce que le plus grand égoïste dans toute cette histoire, c'est moi. Parce que même si ça demande beaucoup de travail pour préparer un shiur, et croyez-moi, BMS, c'est vraiment beaucoup de travail. Chaque semaine, on va préparer un nouveau cours, un nouveau discours, un nouveau thème à aborder. Comme je dis toujours, le plus difficile, c'est pas uniquement de parler, mais c'est de parler devant le même public à chaque fois. Et ça, c'est très difficile, parce que je peux pas vous faire du réchauffé, même si des fois ça m'arrangerait un petit peu. Hop, micro-ondes, je fais un petit tour, c'est fait, c'est prêt, c'est pesé, merci, au revoir. Bien sûr, le Nishmat. Et donc c'est vraiment un grand plaisir et on espère, voilà, surtout on n'oublie pas que cette semaine c'est Hanouka. Je rappelle que la première bougie ce sera quand? Mercredi soir, c'est la première bougie de Hanouka et on souhaite, si Dieu veut, on va parler évidemment ce soir, le terme je vous mets au parfum, ça va porter sur Hanouka. Ok, même si la semaine prochaine on a encore Hanouka, mais je voulais vous préparer avant que pendant et qu'il reste que 2 jours. Moi je veux vous préparer au maximum. Combien de jours on a de Hanouka? 8 jours. Évidemment on va poser la question pendant les shiur, mais finalement pourquoi fêter 8 jours de miracle alors que concrètement on n'a eu que 7 jours de miracle? Parce que la fameuse feuille d'huile qui a duré 8 jours, un jour de toute façon elle devait durer. Donc le miracle c'est quoi concrètement? C'est 7. Et pourtant on a eu 8 jours de miracle. Bon, ça évidemment, si vous restez jusqu'à la fin du cours, vous aurez, Bezrat Hashem, la réponse. Alors mes amis, on parle de Hanouka, et Baruch Hashem, on a 3 fois dans l'année l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il a fait, la Avotenu Velanu, pour nous et pour nos pères. On a Pessah, on a Purim, et on a Hanouka. Alors, à la différence des 2 autres, Hanouka, c'est une fête qui se célèbre de manière très différente. Pourquoi? Parce que remarquez bien, Purim, Pessah, sur quoi on met l'accent et où est-ce qu'on nous demande de fêter? Ces fêtes évidemment extraordinaires, mais où est-ce qu'on nous demande de les célébrer? À la maison, à l'intérieur de la maison. On ne vous a jamais dit à Pessah, une fois que tu as nettoyé toute la baraque, maintenant tu vas sortir sur le palier, tu vas commencer à faire le ménage sur le premier étage. Là, à mon avis, il y aurait des têtes qui seraient tombées, n'est-ce pas? Les dames, elles se seraient occupées de ne pas être d'accord avec la halakha. Elles auraient eu le droit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, vous restez à l'intérieur et vous faites tout. Et oui, ceux qui sortent les petits, comment on appelle ça, là, les fauteuils, là, comme ça, ils se mettent en djellaba, ils se mettent allongés, ils se mettent par terre, chacun avec ses coutumes. Il y en a même des fois qui se mettent à manger avec les mains et les pieds comme à l'époque. Je ne sais pas, ça c'est un truc que j'ai pas entendu. Hein? Les mains, oui, pas les pieds. Ah, d'accord. J'ai entendu les pieds, oui, pas les mains, non. Alors peut-être, ils allongent les pieds pour bien manger. Donc, mais ça se fait à l'intérieur. Pourri, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Évidemment, on va écouter la Megillah. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais le Michelet, mais où? À la maison. Personne t'a dit d'aller dehors. Celui que je sais pas, qui n'a pas peut-être de famille ou bien qui préfère se retrouver entre amis dans un truc organisé, bécédaire, il n'y a pas une mitzvah de fêter quoi que ce soit à l'extérieur. Viens Hanouka et on fait une différence. Et on te dit quoi? Là, mon ami, au contraire, tu prends tes affaires et tu sors dehors. Prenez l'exemple. Des personnes, par exemple, qui ont une maison qui donne sur la rue, où la fenêtre donne sur la rue et les gens, les passants, vont pouvoir apercevoir la Hanoukia par les fenêtres. Leur mitzvah à eux, c'est de mettre leur Hanoukia chaque soir avec une bougie supplémentaire devant la fenêtre. Pourquoi? Pour que les gens puissent la regarder et l'admirer. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait un peu sourire, mais j'ai quand même été finalement admiratif. Cette année à Soukot, j'étais en train de marcher dans la rue et je lève la tête comme ça. Je regarde au balcon de Natania, je vois qu'il y a plein de Soukot. Alors au début, il y a un truc qui ne me choque pas, mais d'un coup, je remarque qu'il y a quelqu'un qui a fait sa souka sous une terrasse qui est couverte par une autre terrasse. Donc évidemment, on sait que la souka, elle est complètement sous là, c'est même pas une question.
Mais, alors au début, j'ai dit, il est bête. Après, je dis au contraire. Jamais je lui dirais de la démonter sa souka. Je lui dirais que sa souka, peut-être elle est psoula s'il me pose la question. Mais jamais je le découragerai quand même de ne pas la faire. Pourquoi ? Parce que de voir une souka, ça a quand même un impact. Waouh, c'est soukot. Même lui, peut-être qu'il ne connaît même pas la halachot. Il reste attaché à des valeurs grâce à ça. Alors, évidemment, s'il vient me voir, il me dit, Monsieur Rabbin, est-ce que ma souka est kshera ? Je peux pas le caresser dans le sens du poil, ça va pas être possible. Je veux dire, non, c'est la méadrine, pas soul, ni la méadrine. Tu peux pas faire de bracha dedans les chefs basouka, tu peux pas faire ça. Et si tu crois que tu as coupé mes souka, va dire que non. Aval, est-ce que ça reste quand même un symbole qui est beau ? Oui. Et donc on nous dit à nous, tu prends ta Hanouka et tu vas sortir. Alors moi je vous pose la question tout simplement, mais pourquoi à Hanouka d'Afka, on nous demande de sortir, de faire cas de l'extérieur, alors qu'on n'a jamais demandé de faire ça. On te dit travaille-toi à toi, occupe-toi de ta famille. C'est quoi le mot d'ordre de Pessah ? Veigadeta Levincha. Tu vas raconter à ton fils, tu vas raconter à ta famille. Le reste, s'ils veulent, ils ont qu'à aller à la synagogue écouter des shiurim. Alors oui, les pauvres, quand Dirfin était veillechol, tu les invites, mais tu les invites où ? C'est l'extérieur vers l'intérieur. Et Hanouka, on se dit quoi ? Là, tu prends tes affaires et tu commences à sortir. Alors Makara, j'ai envie de dire Manishtana halayla hazeh, Mikol alelot. Qu'est-ce qui se passe ? Ok ? Donc c'est ce qu'on va essayer Bezrat Hashem de comprendre ensemble. Je vais vous citer une phrase qui a été dite par monsieur Binyamin Netanyahou. Ça vous dit quelque chose ? Pour les intimes, Bibi on l'appelle ici. Bibi. Bibi raconte que un jour il était devant le congrès aux États-Unis et il leur a rapporté les paroles du Rabbi de Lubavitch qu'il avait rencontré en 1948. En 1984. 1984. Il leur a dit, vous savez, comme vous écoutez bien, il leur a dit, je suis certain que personne ne va se sentir ici concerné parce que je n'ai affaire qu'à d'honnêtes gens, évidemment. Il a dit, mais le Rabbi de Lubavitch, quand il était consul d'Israël aux États-Unis, il lui a dit, tu sais, de par tes fonctions, tu vas être amené à baigner dans un milieu de mensonges et de menteurs. Donc, il balance une bombe comme ça. Il a dit, évidemment, je ne vise personne ici. Il lui a dit, mais rappelle-toi une chose. Gam bamakor machashuch beyoter, oro shel ner boded mira le merachok. Il dit quoi ? Il dit, mais rappelle-toi que même dans l'obscurité le plus totale, une lumière, la plus petite qui soit, elle est visible à des kilomètres à la ronde. Il me dit, garde bien ça dans ta tête. Écoutez bien, c'est quoi le mot d'ordre de Hanouka ? Pirsum Hanes. Ça veut dire quoi ? Publie, crie. Le miracle qu'on a vécu à Hanouka, il y a des centaines et des centaines d'années. Maintenant, juste pour la petite question comme ça, à votre avis, juste comme ça, on va essayer de ne pas faire trop la cohue parce que vous rappelez-vous, il y a des cadeaux. Ceux qui ne se comportent pas bien, je le remarque direct, il n'y aura pas de cadeau. Comme ça, je vais vous tenir comme ça tout le cours. Ça va être extraordinaire. Hein ? Ouais, vous allez voir. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé en premier comme histoire ? D'abord Purim ou d'abord Hanouka ? D'abord Hanouka. Non. Purim en premier. Toi, tu dis Hanouka. Purim. Et dans le calendrier, ça se passe comment ? Qu'est-ce qu'on a d'abord ? Hanouka. Et ensuite Purim. Je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé d'abord, Purim ou d'abord Hanouka ? Hanouka. C'est dans le calendrier, c'est Hanouka. Oui, Hanouka, c'était le deuxième temps. Hein ? Oui, c'était le deuxième temps. Ah. Alors, la réponse est, En image, on a tous la réponse est, le premier événement de l'histoire qui s'est passé, c'est d'abord Purim. Ah, mais comment ça se fait que dans le calendrier, on commence par Hanouka ? Ben, simplement parce que Hanouka, malheureusement, c'est en Kislev. Et Purim, c'est en Hadar. Et comme le premier mois de l'année chez nous, c'est quoi ? C'est Nissan. Donc forcément, à un moment donné, il y a eu une sorte de décalage. Maintenant, on va corser un peu plus, parce que vous êtes très très fort, comme la cavote. Vous avez tous su que c'était Purim. Maintenant, on va corser un peu tout ça. Qui peut me dire c'est une question pour un champion ce soir. Hein. Qui peut me dire combien d'années il y a eu entre l'épisode de Purim et l'épisode de Hanouka ? 400, 500. 800 ans. On fait moins les fiers, hein, tout à coup. 800 ans. Hein ? 800 ans. Non. Qui dit mieux Voilà. Alors écoutez.
Regardez la différence, comment c'est fin. C'est le rave de la synagogue qui nous a dit ça, Shabbat Seudah Shlichit, une pépite, je l'ai intégré direct dans mon cours. Je ne pensais pas le dire, mais quand j'ai préparé le cours, j'ai dit comment ça marche bien avec. Alors regardez bien. Purim, c'est quoi le but de Purim? C'est quoi? Hein? Concrétiser la. C'est quoi la mitzvah de Purim? Qu'est-ce qu'il faut aller écouter? La Megillah. Il y a un chiyuv d'écouter la Megillah. Donc essentiellement, évidemment, il y a d'autres mitzvot, il y a Mishté, etc. Mais sur quoi, on va dire à un enfant, qu'est-ce qu'on fait à Purim? Bah, on se déguise, on va écouter la Megillah. Super. Donc, ça se passe par l'oreille. Super. Hanouka. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? On sait que c'est allumer la Hanoukia. Mais c'est quoi le but? C'est Pirsum Hanes. Ça veut dire de raconter, de parler du miracle de Hanouka. Ça se fait par où? Par la bouche. Mais regardez comment on avance. Quel est le sens qui sépare l'ouïe de la bouche? C'est l'odorat, c'est le nez, n'est-ce pas? L'odeur, en hébreu, comment elle se dit? Réar, Gematria de Réar, Resh, Yud, Red, 218. On a 218 ans d'écart entre l'histoire de Purim et l'histoire de Hanouka. C'est pas joli comme pridouche? C'est pas beau comme même? Vous imaginez? On a eu l'histoire de Purim et 218 ans plus tard, on va avoir l'histoire et le miracle de Hanouka qui va se produire. Donc on a Pessah, on a Purim, on a Hanouka, où à chaque fois on dit à Akash Baruch Hu, merci que tu nous as sauvés à nous et à nos pères. Maintenant pour revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce qui se passe avec Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sortir vers l'extérieur? Parce qu'écoutez bien ce que je vous dis. Dans Chumash Bereshit, c'est marqué Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'choshech al peni tehom. À la création du monde, qu'est-ce qui se passait? Il y avait quoi dans le monde? Rien. Wello. Mais il y a 4 adjectifs qui sont employés pour dire qu'il n'y avait rien. Vont dire Chazal que chaque mot correspond à un galout que les Israël ont dû passer. Écoutez bien. Tohu, c'est galout Bavel. Vavohu, c'est Paras à Purim. Vechocher, Yavan, les Grecs à Hanouka. Ensuite, Tehom, le tréfonds. C'est celui dont on est en train de vivre encore aujourd'hui, le galout Edom. Les Ratachem qui va prendre soin, il va prendre fin tout de suite. Amen, Kani Ratson. Pourquoi est-ce que Yavan, les Grecs, sont considérés comme l'obscurité? Rocher. Comment ça se fait? Alors écoutez bien. Vous allez voir comment c'est vicieux. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu sur nous un danger, que ce soit à Purim, que ce soit à Pessah, qu'est-ce que Paro il a voulu exterminer? L'être humain lui-même. Il a dit, je vais vous tuer. Kola ben ayeor, ayeroa tashrichohu. Vous le prenez simplement, vous le tuez, on n'en parle plus. Je ne veux plus entendre parler des Juifs. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim avec Aman? Les Hashmid, la Harog ou la Bed, et Kola Yehudim minamarzek kedavshim biyom. Il a dit, je les prends tous d'un coup, hommes, femmes, enfants, vieux, ce que tu veux, je les tue tous. La preuve, c'est quoi? C'est que même pendant la Xéra qui pesait sur les Israël, qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai? Il a rassemblé tous les Juifs dans des synagogues pour prier, pour jeûner. Parce que la Xéra était sur quoi? Sur le fait de mourir directement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Grecs, ils ont fait très différent. Ils ont dit, nous vous tuez. Mais ça va pas. Mais on vous aime bien. Mais vous êtes sympa, vous êtes intelligent en affaires, vous avez sens du business. Mais au contraire, faites partie de notre camp à nous. Tiyuchelek meitan. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est shalom. Non seulement on va pas te tuer, on te met à disposition, si tu veux même, la sécurité sociale. Tu as des soins médicaux, on les paye. Tu as un problème, on le règle pour toi. Mais on va essayer simplement de s'entendre. On vous demande simplement 3 petites mitzvot. Vous arrêtez de les accomplir. C'est quoi? C'est Shabbat, c'est Brit Mila, et la 3e c'est quoi? Kiddush Alevanal Birkat HaChodesh. Alors, Brit Mila, je comprends. Parce que l'identité d'un juif au sein propre de son corps, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Shabbat, je comprends, parce que c'est vraiment le jour qui arrête tout, et quelque part qui va montrer la plus grande preuve de Emouna d'un juif pour Hachem, c'est quoi? Ma parnassa, c'est pas moi. J'ai beau travailler, vous savez, moi j'ai connu des gens qui tenaient des magasins. Je parle à la belle époque, je ne l'ai même pas connu, moi à cette époque, j'étais trop jeune. Je ne sais même pas si j'étais né d'ailleurs à l'époque des sentiers à Paris, rue Tabliver à Marseille, etc. Les gens, ils te disent, les gens qui ne faisaient pas Shabbat à l'époque, leur chiffre c'était quand à votre avis? Samedi. Mais ils faisaient le chiffre de la semaine.
Les mecs, quand ils ont commencé à faire teshuva, mais fermer, baisser les rideaux du magasin vendredi une heure avant la shkia, mais c'était s'arracher le cœur. C'était s'arracher le cœur. Et le type qui dit à Kadosh Baruch Hu, je baisse le rideau. Yémaché, c'est la plus grande preuve que Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est lui qui gère tout. Donc là aussi, il y a du sens. Mais les Grecs, qu'est-ce qu'ils sont partis chercher? Ils sont partis chercher une petite bracha qui s'appelle Birkat Alevana. Bon, aujourd'hui, grossièrement, c'est ça, mais de quoi on parle vraiment? C'était d'aller publier la sanctification du nouveau mois. Vous savez comment ça se passait? Vous prenez ma série de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? On envoyait des témoins qui allaient dans un endroit particulier. Dès qu'ils voyaient la lune en train de changer, hop, vite, on rentrait à Jérusalem. On apportait un témoignage et il y avait, écoutez bien ce que je vous dis, un interrogatoire du Beddin, du Sanhédrin, pour être sûr que ce n'est pas des escrocs qui veulent nous induire en erreur. Donc il y avait des questions spécifiques à poser. Je lui dis, faites Rosh Hashanah, vous allez apprendre l'astrologie. Comment la lune elle est obligée d'être au moment où elle se renouvelle, dans ce sens, ce sens. Il y avait des questions pièges. C'est uniquement si tu as vu la vérité que tu peux tout répondre. Si tu essaies de faire stratagème, tu vas tomber à un moment donné, on savait que c'était un mytho. Et ensuite, quand on était sûr du témoignage, qu'est-ce qu'on disait? Mekoudash à Chodesh, on décrétait Rosh Chodesh. Et les Grecs sont partis chercher ça. Non mais Bémet, je sais pas, t'as pas mieux à faire. Annule, je sais pas moi. Annule Pourim, annule Pessah, annule un truc fort. Pourquoi ils sont partis chercher ça? Écoutez comme c'est vicieux. On dit à la fin du Birkat Alevana, il m'allait lo zachou ben Israël, et là les agbil ben aviem, sheba shamim pamachad avachodesh dayam. On dit si les Israéliens ils avaient que cette mitzvah là, c'est quoi? Birkat Alevana, chidush hachodesh, de renouveler le mois, ça aurait suffi. Mais qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah de particulier? Écoutez bien, parce que toutes les dates de fêtes juives, elles sont fixées en fonction de la lune. Vous avez compris? Par exemple, vous allez voir, là, il y a un truc intéressant qui se passe, je sais pas si pour ceux qui font attention aux dates de Rosh Chodesh, ça fait 2-3 mois pratiquement d'affilée, où il y a à chaque fois 2 jours de Rosh Chodesh. C'est très rare. Normalement, il y a un, après 2, de temps en temps, les 2 fois 2, là, c'est pratiquement 3 d'affilée, c'est énorme. C'est qu'il y a un calcul précis pour jouer à chaque fois, voilà, on sort de Hadar Ve'Adar, maintenant il faut retomber dans le mois. C'est un calcul, mais incroyablement précis. Et tout est fixé en fonction de ça. Il faut que toujours Pessah tombe au printemps, n'est-ce pas? Et Sukkot à ce moment-là. Tout est prévu. Donc eux, ils se sont dit, mais attends, au lieu de se prendre la tête, on va arracher ça, on va déraciner ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va taper à la base. Je t'interdis de déclarer le nouveau mois. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un mois? Tu vas te décaler de 3 jours seulement, 2 jours. Et hop, on avance comme ça. Vous avez vu un bateau? Vous avez déjà pris le bateau ou pas? Ouais. Vous avez déjà conduit un bateau? Ouais. Très bien. Sinon, je vous aurais appris. Sinon, je vous aurais appris à la rigueur. Vous avez vu quand vous mettez le cap sur quelque part et vous avez une boussole parce qu'il faut suivre à temps et temps truc, machin, degré. Qu'est-ce qui se passe si juste au début, vous avez un tout petit peu bougé de la bonne direction, mais un tout petit peu. C'est rien. C'est pas grave, on va dire arrête de faire l'Algérien, t'es trop carré, t'es trop ci, t'es trop ça. Je me permets, je suis algérien, je critique personne, d'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? Plus tu avances, et plus tu t'écartes. Donc le petit écart du début, en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Être un écart immense, mais sauf au là-bas. C'est ce qu'ils voulaient faire. Il dit on va les décaler d'1 jour. 2 jours, il n'y a personne pour annoncer, donc eux, ils vont pouvoir tenir le rythme un petit peu. Mais Chodesh Chaser, Chodesh Malé, un mois plein, un mois vide. Il suffit qu'ils se plantent 1 fois ou 2. À la fin de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils vont faire Hanouka à Pessah à la place de Rosh Hashanah. Ça va être extraordinaire, on va réussir. Donc ils me disent juste, arrête tes 3 mitzvot et on est copains. Ils savaient très bien que les 3 mitzvot, c'est l'identité du Ham Israël. Ils leur ont dit stop, on fait rien. Saïd Israël, c'est le Rocher, le plus grand qui puisse exister. Vous savez, un jour il a dit, Rabbi David Pinto, chez Rieh, il a posé la question, il a dit, vous vous rendez compte quand même, qu'à l'époque de Hanouka, les Grecs, ils ont impurifié le temple? Oui. Ils l'ont souillé? Oui. Est-ce qu'ils l'ont détruit? Non. Est-ce qu'ils ont voulu le détruire? Non. Non plus, pourquoi? Tu veux détruire une religion. Détruis son temple, ses endroits de culte, ses repères. Écoutez bien. Admettons. Ok, bon, malheureusement, on n'a pas le Beth Amikdash, mais on a le Kotel Amaharavi, n'est-ce pas? Baruch Hashem. Vous avez l'habitude d'y aller, vous avez l'occasion d'y aller. Imaginez, Chaz v'shalom, chaz v'chalila, un jour on entend une mauvaise nouvelle que le Kotel a été détruit. Imaginez, vous allez être retourné, vous allez être pas bien.
Un jour même, si vous avez l'occasion d'aller avec vos enfants, vous allez leur dire, tu sais un jour ce qu'il y avait ici, il y avait ça, regarde, j'ai des photos, j'ai un selfie avec cette copine, j'ai un selfie avec ce copain, ta. Et ça va tellement vous peiner. Vous allez lever les yeux, c'est comment tu as pu nous prendre un endroit pareil? Comment? Rendons-nous, c'est pas vrai, on n'a pas le droit. Mais admettons maintenant que le cotel est toujours présent. Simplement, on n'y a plus accès. Mais on le voit. On le voit. Quand tu allumes la télé ici, tu vois exactement le cotel. Quand tu passes en voiture, tu peux apercevoir le cotel. Simplement, c'est beaucoup plus compliqué d'accès d'avant. Ça ne va pas vous toucher de la même manière. Parce que vous le voyez. Parce qu'il est là. Parce que extérieurement, tout paraît être comme avant. Rien n'a bougé. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous empêche de vous rendre compte du problème dans lequel vous vous trouvez. Et donc, vous ne priez pas. Les Grecs, ils ont dit, t'as pas compris. Si on va tête contre tête avec eux, et qu'on détruit leur temple, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir les ruines, ils vont voir le feu, ils vont voir la fumée, ils vont voir qu'on a labouré Yerushalayim. Mais ils vont hurler. Hachem, il est où? Quand on roulait en voiture, on volait le temple, on amenait les enfants. Où s'est passé tout ça? La prière du juif, elle peut amener des miracles qui vont nous vaincre à nous. Alors il faut faire en sorte qu'ils ne prient pas. Comment on ne prie pas? On ne touche pas le temple, du moins de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on va tout pourrir. Et ils ont rentré des chazirines, des cochons Beth Amikdash. Et ils ont souillé les misbechot. Et à quoi ils se sont attaqués? À l'huile. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'huile? Ça ne te suffit pas le misbéach. Ça ne te suffit pas que tu as fait tout ce que tu veux. Réponse, Hashemen, l'huile, otiyot, neshama. C'est-à-dire on va s'attaquer à la neshama de l'homme. On lui coupe sa brit mila. Enfin, on lui coupe. On lui coupe le fait de la mitzvah. Plus de brit mila. Plus de Shabbat. Plus de renouvellement de mois. On a coupé les ponts entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Franchement, la vérité. Est-ce qu'il y en a un ici? Bon, à la Tania, c'est une question difficile parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Mais j'ai remarqué que même les gens à la retraite, on dirait qu'ils sont encore plus débordés qu'avant. Ils te disent, j'ai pas un moment. Tu vois, tu te dis, attends, mais avant tu étais cadre supérieur, tu te levais à 6h30 du matin, tu t'arrêtais pas jusqu'à 20h. Ah, mais non, tu peux aller tranquille boire un café sur le Kika. Ensuite, tu vas voir Paul Perrac sur la taillette. Où tu es débordé? Je suis débordé. Donc, on va dire retraité ou non retraité. On a tous des semaines de fou. On est explosé, on est fatigué, on ne sait plus où on habite. Même dormir, on a du mal à dormir. Quand est-ce que tu fais un reset complet? Shabbat, tu redeviens un être humain. Alors, il faut faire attention quand même à une chose, c'est que Shabbat, c'est pas non plus, comment on appelle ça, une hibernation. Hein? C'est pas on fait du 18h, 9h, et ensuite on recommence à midi, 18h, on se réveille, ah non, Shabbat il est sorti, je suis passé vite. Ouais, Shabbat c'est pas ça, faut vivre son Shabbat. Mais au moins tu le recharges un petit peu, tu as dormi plus que d'habitude. Shabbat, Rachetevot, Shena, Beshebat, Ta'anoum. Shabbat, Shena, Beshabat, Ta'anoum. Le repos Shabbat, c'est un kiff. C'est un des Rachetevot de Shabbat. Donc il y a une de bien dormir, de se reposer. Une référence, le Harizal. Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, qui est enterré à Tzfat. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit que lui, il était makpid de faire une sieste le Shabbat. Il a dit il faut se reposer le Shabbat. Shena, Beshabat, Ta'anou. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il y en a qui disent ah, moi, Shabbat, je suis comme le Harizal. Non seulement je fais une sieste, je fais Khumra, je fais 4h30 minimum montre en main. Réponse, tu vas être le Harizal Shabbat, soit le Harizal aussi dans la semaine. C'est ce qu'il faisait le Harizal la semaine, personne ne sait, mais je peux vous dire qu'il y a une chose qu'il ne faisait pas, c'est dormir. On est d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qu'ils font les Yévanim? Ils disent on va s'attaquer à l'être humain, on va s'attaquer aux Juifs, on va s'attaquer à sa Neshama, mais on va faire en sorte qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Et le pire c'est quoi? C'est qu'ils ont commencé à réussir. Parce qu'il y avait quoi au sein même du Ham Israël? Ce qu'on appelle des mythes Yavnim. Des Juifs qui ont pris position et part au projet des Grecs en disant mais le futur il est là. C'est ça l'avenir. Ils ont tout compris. Il y a un mec qui m'a dit aujourd'hui, tu t'es jamais interpellé d'où vient le mot sport quand quelqu'un fait du sport? C'est du mot Sparte. Sparta, c'est tout ce qui est grec. Tout est parti de là-bas. Ils ont dit non mais vas-y, on y va. Ils ont réussi doucement à quoi? À commencer à nous faire tomber les athlètes. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que finalement, quand tout paraissait perdu, on a un misbéar qui est souillé, on a un Mikdash qui est éteint. Extérieurement, tout paraît bien. L'intérieur, il est en train de mourir doucement, mais sûrement. Et là, on a peut-être le plus grand miracle qui ne s'est jamais passé ni à Pessah, ni à Pourim. C'est quoi? C'est qu'on a une poignée d'êtres humains
qui n'étaient pas soldats, qui étaient simplement une famille de Kohanim, et qui se sont levés, et qui vont chasser, qui vont reconquérir le temple, et qui vont tout resanctifier, et ils vont remettre non seulement le nom de Dieu à sa place, mais le droit aux Juifs d'exister. Ça s'est passé quand? C'est passé à Hanouka. Pourquoi? Parce que Yavan, on a dit que c'est le Rocher, l'obscurité. Vous êtes déjà levé chez vous en pleine nuit, quand il n'y a pas de lumière allumée? Vous connaissez la maison par cœur. Vous flippez un petit peu quand même. Vous entendez un bruit, il n'y a plus personne qui est courageux. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends un tout petit briquet. Tac. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que l'obscurité, le plus profond, le plus fort qui puisse être, ne pourra jamais résister devant la plus petite des lueurs. Ça veut dire quoi, mes amis? C'est-à-dire qu'un des messages de Hanouka, ce ne sera pas le dernier, un des messages de Hanouka, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un seul recoin, non seulement dans le monde, mais en tout à chacun. Il n'y a pas un seul recoin d'obscurité qu'on ne peut pas éclairer si on le veut vraiment. Est-ce qu'on n'a pas chacun des parts d'ombre? Est-ce qu'on n'a pas chacun des parts ici à travailler? D'ailleurs, regardez comment c'est fin. On dit selon la halakha qu'une personne qui doit allumer, par exemple à l'intérieur de la maison, que sa fenêtre ne donne pas sur le Rishtarbim, sur la rue qui peut être vue, etc. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta Hanoukia, tu mets à la maison. Mais de quel côté de la porte? On te dit quand un homme il rentre chez lui, la maison elle est à droite, donc tu devras mettre la Hanoukia à Gauche. Mais vous êtes magnifique. C'est extraordinaire. Pourquoi à gauche? Pourtant, vous connaissez peut-être les halakhot. Quand le matin vous vous habillez, par quel côté il faut commencer? Côté droit. Tu mets ta chaussure, c'est quoi? Côté droit. Super. Tu veux maintenant, tu reviens à la tefila, tu veux te faire un bon croissant. Hein? Tu vas faire mésonote. De quelle main il faut attraper le croissant? Main droite. Ah, vous ne saviez pas? Voilà, je vous apprends quelque chose. Tu veux attraper un fruit, un café. Ok, bon, à la rigueur, celui qui a un peu la Parkinson, c'est pas grave, on lui permet main gauche. Mais on parle des gens en général. Main droite. Pourquoi? La droite, elle est toujours en avant, c'est le plus important. Manishtana Laila Zenikola Lelo. Tu me dis quoi? Là, tu commences par la gauche. Et quelle est la deuxième mitzvah qui fait également exception? Baruch. Des filines. Messieurs, qui est droitier dans la salle? Hein? La majorité, j'espère, j'imagine, n'est-ce pas? Ok. Où vous mettez les tefilines? Parce qu'on dit que la majorité c'est... Non, parce que moi je suis gaucher, j'aime pas la concurrence. Ok? Hein? Où vous mettez tous les tefilines? À gauche. À gauche, je ne me dis pas à droite, vous allez me faire peur là. Hein? À gauche. Les gauchers mettent à droite. Oui, c'est ça. Makara, pourquoi est-ce qu'on met à gauche? Écoutez bien. Le cœur. Parce que selon la chassidoute, le côté gauche, c'est le côté qui est le moins éclairé par quelque part par la kedusha, qui a plus de part d'ombre en lui. Les téphilines, à quoi elles servent? Pourquoi est-ce qu'on le met un sur le bras et un sur la tête? Enfin, moi je le mets là, donc un sur le bras et un sur la tête. Pourquoi? Écoutez bien ce que je veux dire. C'est pour dompter, écoutez bien ce que les mots, comment ils sont forts. Le côté, pas uniquement bestial, le côté un peu non-juif du juif qui est en lui, dans ses pensées, dans ses actes, et pour le travailler, lui rajouter de la kedusha, d'Afka sur le côté le plus faible des deux. Et tu vas mettre sur la gauche, et tu mets sur ta tête, et c'est comme ça que tu vas réussir à faire une avodat Hashem Meléa. À la maison, c'est exactement la même chose. Tu as déjà la maison à droite, tu as du pouvoir, tu as du koach, mais il y a encore des avérotes, il y a encore des problèmes de shalom bayit, il y a des problèmes de tzniut, il y a des problèmes de hirat shamaim, des problèmes de kashrut. Comment tu fais pour agrémenter tout ça? Tu vas prendre la Hanouka, tu la mets à gauche de l'entrée. Comme ça fait en sorte que quoi? Que l'obscurité qui réside en toi, chez toi, malgré peut-être tes efforts habituels, qu'est-ce qui fait que il t'aide à traverser les autres extraordinaires de quoi? De les gagner. Donc déjà on comprend pourquoi. Est-ce qu'à Hanouka on nous demande de prendre la Hanoukia, là on a parlé de l'intérieur, mais celui qui peut la mettre à l'extérieur, pourquoi? Parce que le but de Hanouka c'est quoi? C'est d'éclairer au maximum, de prendre cette force, cette lueur de lumière particulière qu'on a à Hanouka uniquement. Si vous êtes ça, je vous dirai un très très beau chidouche à la fin. Il y a beaucoup de promesses, ce chien, vous avez vu ça? Ouais. J'espère qu'il y aura des cadeaux. Hein. On verra. Tu prends toute cette lumière et cette kedusha et tu dois éclairer. Parce que tu dois rappeler à n'importe quel juif. Arrête de croire que tu es irrécupérable. Arrête de croire que tu es foutu. Arrête de croire que là où toi tu es, il n'y a plus rien à faire de moi. C'est faux. Parce qu'une petite lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Comme nous dit la Gemara, ner le mea, ner le echad, ner le mea. Vous prenez une bougie, c'est peut-être l'électricité, peut-être la seule chose, ça ne change pas quand ça allume une synagogue, qui est 500 personnes ou une personne.
la consommation c'est la même. Le profil est pareil. Tout le reste, il faut partager. L'électricité, tu mets un chargeur en plus, tu vas payer un peu plus. Je te rassure, c'est pas beaucoup, mais il faut quand même payer. Elle m'a la saute. De l'eau, à manger, tout. La lumière, nerlecha, nerlemea. Ça, c'est première optique de Hanouka. Maintenant, je vous ai posé tout à l'heure, je ne sais pas si c'était filmé, donc on va le répéter. Hanouka, on fête combien de jours de miracles? On a dit 8. Pourtant, il y a la fameuse question du Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui a marqué également un pirouche qui s'appelle le Bet Yosef, sur le tour qui était un grand posek halakha, le fils du Roche qui était également son père, un grand posek halakha. Il demande, mais je ne comprends pas. Tu demandes de fêter la fête de Hanouka? Ok. Au nom de quoi? En souvenir de quoi? Parce qu'on a vécu un miracle pendant 8 jours. Il dit stop, là il y a un problème. Il n'y a pas eu de miracle pendant 8 jours. Il y a eu un miracle pendant 7 jours. Parce que la fiole qu'on a trouvée, elle devait durer une journée. Donc à partir de quand le miracle a commencé? Au début de la 2e journée. Donc 8 moins 1, ça me fait combien? 7. N'ayez pas peur, c'est pas un piège. Hein. Comment ça se fait donc on doit fêter 8 jours et pas 7 jours? Alors je vous mets tout de suite au parfum. Il y a à peu près 500 réponses qui ont été données sur une même question. 500 réponses. On va commencer par la numéro 1. Non, je rigole. J'en ai sélectionné que quelques-unes, peut-être, à mon sens, les plus courtes, les plus pertinentes. Et je vais vous dire un petit peu, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, il y en a qui disent que le fait qu'on allume la Hanoukia, c'est pas vraiment en rapport avec l'huile elle-même, mais c'est en souvenir de la guerre qu'on a gagnée contre les Grecs. Et donc ça, c'est un miracle, Bémet, qui a duré pendant toute la période. Premier élément de réponse. Maintenant, on va revenir vers l'huile pour les Tunisiens. Il dit non, Bémet, c'est quoi l'histoire? C'est que déjà, d'avoir trouvé, parmi les débris de tout ce qui se passait, qu'ils ont souillé, qu'ils ont cassé dans le Beth Amikdash, d'avoir réussi à trouver finalement dans les décombres une petite fiole d'huile qui est restée Théora et Gdosha, même si elle devait rester un jour, qu'elle a duré 8 jours, mais le fait même qu'on l'a trouvée, c'est un miracle. Donc même le premier jour, il est considéré comme un miracle. Ok. Le Meiri donne autre chose. Grand chidouche. Et tu sais ce qui s'est passé? Les Kohanim, ils ont été refifs. Ils se sont dit, attends, il y a un problème là. C'est quoi? On a une fiole. On voit durer combien? Vous allez au magasin, durer 24 heures. Ok. On l'allume maintenant, on est mort, on n'a plus rien après. Et si on est obligé de faire autre chose, on va prendre cette fiole et on va verser tous les jours que 1/8 de la fiole. Et le miracle qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'avec 1/8 de quantité, malgré tout, ça a duré combien de temps à chaque fois? 24 heures. Donc chaque jour en soi, c'est encore également un miracle. Très beau chidouche. Et maintenant, je vais arriver au dernier chidouche que je vais vous dire. Extraordinaire, révolutionnaire. Vous connaissez tous Moshe Rabbeinu? Pour les intimes, Moïse. Ok? D'accord. Moshe, comment est-ce qu'il a rencontré le bon Dieu? À travers le buisson ardent. Super. Qu'est-ce qui a choqué Moshe dans cette image de buisson? Il Il se consume pas. Il se consumait pas, il brûlait, mais Ça brûle. Vous avez entendu ce qu'il a dit Peter? Il a très bien résumé. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Là, Moshe, quand il est devant, là, il a très peur. Pourquoi? Il dit parce que je suis en train d'assister à quelque chose qui est complètement, qui est en train de provoquer, de combattre l'ordre naturel des choses. C'est pas possible que quelque chose brûle sans consumer quelque chose. Sans fumer. Comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu peux pas faire brûler quelque chose si ça brûle pas. Et pourtant, il voit. Alors j'ai posé la question à quelqu'un aujourd'hui, il me dit non, il a vu que le feu ne brûlait pas. Il dit, donc il me dit si tu mettais la main, tu ne brûlais pas. J'ai dit regarde, j'ai pas demandé à Moshe s'il a essayé. J'ai dit mais à mon avis, le chidouche, il est pas là. Le feu, il brûlait, il faisait chaud. Mais seulement le buisson lui-même, il se consumait pas. Moshe, il comprend que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal. D'Israzal, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka. Les Kohanim, ils ont pris la petite fiole d'huile. Et ils ont versé tout d'un coup. Pas 1/8, pas ci, pas ça. Ils ont dit advienne que pourra. Et ils ont allumé. Et là, au moment où ils allument, ils se rendent compte que le temps passe. Et que l'huile ne se consume pas. Le premier jour déjà, qu'est-ce qui s'est passé? On est resté à une quantité complète. C'est pas que ça a duré, et que finalement on a fermé comme ça les 8 jours. C'est que c'est resté entier du début à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelque chose d'extraordinaire. C'est que non seulement c'est un miracle qui se renouvelle à chaque moment, mais surtout Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a inversé la nature. Il a fait en sorte qu'ici, on a un feu qui chauffe mais qui ne brûle pas. On a un feu qui donne sans rien prendre au retour.
Maintenant, il faut comprendre quelque chose. La Gemara dans ma Sechet Shabbat. Je vais vous dire les mots parce qu'ils sont très très forts. Shinui sidre bereshit lo davar katanu. De changer les règles du monde, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. De qui on parle? Pas de nous. Déjà, lève-toi le matin, dis merci de ce que tu as réussi à faire. Même pour un Kadosh Baruch Hu, quand tu dois changer des règles qu'il a préétablies dans le monde, c'est pas quelque chose de facile qu'il va faire facilement. C'est pas bien de toucher à la nature. Pourquoi est-ce que Hachem à ce moment-là aurait fait? Qu'est-ce qui a poussé Hachem à faire alors qu'Hachem il te dit je touche pas à ma nature, j'aime pas faire ça. Il y a eu un élément déclencheur qui a quelque part forcé la main au bon Dieu. Pas de déterminisme chez le peuple juif. Que quoi? Il n'y a pas de déterminisme chez le peuple juif. Alors, je vais essayer de prendre votre réponse, mais d'aller l'amener beaucoup plus loin, si vous me permettez. Écoutez bien, la réponse, l'effet déclencheur pour Hachem de faire quelque chose contre nature, ça a été le juif lui-même à l'époque de Hanouka. Qu'est-ce qu'on a? On a une famille de Kohanim. Comment on les appelle? Les Maccabim. C'est quoi Maccabim? C'est l'équipe de foot d'Israël, Maccabim. Rachetevot, Maccabim, Mem, Kav, Bet Yud, Mi, Chamocha, Baelim, Hashem. On a une petite poignée de Kohanim qui sont partis avec des boucliers sur lesquels ils ont marqué le Télim, Yoshev, Beseter, Eliol, Betsé, Shaddai, Plonan. Ils sont sortis avec quoi? Avec simplement des prières contre une armée entière. Et ils ont dit quoi? Akadosh Baruch Hu, on a confiance en toi. Maintenant, juste comprendre un truc qui est très, 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 très important. Combien de temps a duré la guerre des Hashmonaïm, des Maccabim contre les Grecs? 8 jours? Non. Combien de temps? Je sais pas. Vous êtes prêts? Je dis, moi aussi, quand j'ai préparé, je suis tombé de très haut. 25 ans! 25 ans de guerre, il y a eu des Maccabim, des Hashmonaïm contre les Grecs. 25 ans. Non, par exemple, il a duré 8 jours, etc. Ils sont forts, ils ont pris. Non. 25 ans. Pourquoi c'est tellement impressionnant? Il est où ici le tour de force remarquable? Regardez ce qu'il dit Razal. Teva Adam. Ou les galotes Gvura Rega Echad Oshnaim. La nature de l'homme, elle est oui capable d'être extraordinaire, de faire des actes extraordinaires. Mais pendant combien de temps? Quelques instants. Une fois ou deux maximum. Aval ve'acharkar le'abed et akochot le'ilachem. Dit mais l'être humain, à la fin, il est fatigué. Il n'est pas increvable, il va se fatiguer. Encore une épreuve, encore il doit résister. Il n'en peut plus. Il dit, bon Dieu, écoute, j'ai essayé une fois, 2 fois, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on va voir si je suis là au rendez-vous. Il n'est pas capable de tenir autant de temps, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Maccabim? Ils ont dit, ça c'est la nature de l'homme, nous on va être contre nature. Hachem, le temps qu'il faudra tenir tête à des gens qui me disent que tu ne fais pas Brit Mila, que tu ne fais pas Shabbat, que tu ne vas pas renouveler le mois, que tu vas effacer toutes les dates juives hébraïques du calendrier, on tiendra jusqu'à mourir s'il faut. Mais on ne laissera pas tomber. Ils ne se sont pas dépassés. Ils se sont surpassés. Maintenant, Hachem dit, les amis, j'ai beau dire que Maaseh Bereshit, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher. J'ai beau dire que l'ordre que j'ai établi, je ne veux pas le déranger. Ça, c'est mes règles, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des êtres humains aussi qui ont des règles et qui sont censés être épuisés à un moment donné. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont fatigués, eux? Est-ce qu'ils se sont permis d'être fatigués? Absolument pas. Il a dit, si eux, ils sont capables de changer leur nature, alors moi, je vais changer ma nature. Vous avez compris? C'est quoi l'effet déclencheur à Kadosh Baruch Hu? C'est les Juifs eux-mêmes. Maintenant, je vais vous apprendre un petit chidouche sympa. C'est que Hanouka n'a pas été décrété tout de suite. Ok, alors il y a eu entre guillemets l'effet extraordinaire, on a gagné la guerre, finalement on les a poussés, on les a chassés, etc. Mais ce qu'on a décrété tout de suite, moi les amis, à partir de maintenant, vous avez caché dans votre calendrier, le 24 au soir, Kaf Dalet, ouais, ça va être donc la veille du 25. Vous savez que cette année, on a Hanouka et on a Nono le même jour, ok? Alors, Blinder, j'espère que la vidéo, elle va sortir à l'heure. On a fait une vidéo spéciale, j'ai eu le plaisir de répondre à cette question à Torah Box, savoir, est-ce qu'il y a un problème d'aller me Hanoukia à côté de mon sapin? Hein? Alors, ça vous fait rire à Natania. Sachez que c'est une vraie question posée et les gens, ils veulent savoir et les gens, ils le font quand ça tombe des fois. Alors, on va essayer de comprendre une fois pour toutes pourquoi. Donc, nous, à l'époque, on n'a pas dit, bon, qu'ils vous prennent au calendrier la veille du 25 au soir, on allume Hanouka. Non. Il a fallu attendre quelque chose. Il a fallu attendre 1 an complet. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'1 an? Après l'histoire, la guerre, la victoire, la Hanouka, tout ce que vous voulez,
Les rabbinim de l'époque, ils ont remarqué que le même effet magique, la tzlacha des gens, le surnaturel des gens, d'Hachem, dans l'air, il est en train de revenir. Et ils ont dit, on a compris quelque chose. Grâce à ce qu'on a fait l'année dernière, pendant les 25 longues années qui se sont terminées, on a réussi à créer ici une sorte de brèche dans le temps, dans l'espace-temps, dans les décisions d'Hachem. Et on a le droit, à cette année, à la même date, chaque année, au même miracle l'année dernière. Si c'est comme ça, les amis, prenez vos calendriers, prenez vos iPads, vos stylets à 50 € chez Apple et commencez à écrire. On arrive dans 8 jours qui sont exceptionnels. Je vais raconter une histoire. Elle m'a fait froid dans le dos quand je l'ai lu. On est malheureusement en pleine Shoah, dans les camps de concentration. Les noms, ils ne sont pas importants. On a là-bas 2 prisonniers. Et les prisonniers, c'était des gens qui étaient évidemment attachés à la Torah et les mitzvot, malgré qu'ils sont dans des camps de concentration et ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, les pauvres. Et là, on arrive à l'approche de Hanouka. Maintenant, Hanouka, est-ce que c'est une fête de la Torah? Non, c'est pas marqué dans la Torah. C'est quoi les fêtes de la Torah? Il y en a 3. Sukkot, Pessah, Shavuot, Igmar. Le reste, ce sont des fêtes des Rabbanan. Ok, bon, évidemment, on a Yom Kippour, on doit sonner le shofar à Rosh Hashanah, mais je parle Purim et Hanouka, ce sont des fêtes des Rabbanan. Très bien. Ah bah, même une fête qui est des Horaïta, tu es en train de mourir, tu n'es pas tour de toutes les mitzvot. Ça va, tu vas être tranquille. Personne ne va t'en vouloir pour ça. On parle d'une fête de Chachamim. Et ils se disent les deux, ils sont en Sibérie, sous la neige, en train de travailler, en train de mourir. C'est qu'il y a bientôt Hanouka qui arrive. Il faudrait qu'on arrive à se débrouiller quelque chose de comestible pour voilà, on va prendre une petite boîte de conserve, on va faire un mini truc pour allumer, pour marquer le coup. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il le regarde. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu es fou, quoi. Mais tu es fou. Je crois qu'on va essayer de trouver pour allumer dans une boîte de conserve. On va allumer en grand. Donc tu dis, bon, eux, ils ont pris un coup sur la tête, c'est normal, il fait froid. Il y a un souci à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a fait, le deuxième type? Baruch Omer Veosé. Il parle, il fait. Il a commencé à garder ses pommes de terre, les oignons qu'il avait comme ration de nourriture. Apparemment, c'est quelque chose qui s'allume. J'ai jamais essayé, Baruch Hashem. J'ai pas eu besoin de ça. Ils ont rassemblé tout ce qu'ils pouvaient. Ils étaient prêts à crever de faim. Ils se mettent dans un coin du camp dans lequel ils étaient. Ils essayent de construire une sorte de Hanouka comme ça, bancale, mais ça ressemble à quelque chose. Et ils se mettent devant. Est-ce que, imaginez, qu'est-ce qu'ils sont ressentis quand ils ont fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Leadlik, Leadlik ner Hanouka, et She'asa Nisim Lavotenu, Bayamim Ahem. Vous avez vu cette bracha comment elle est forte. Après, tu as fait des Nisim Bayamim Ahem, Bazman Hazeh. Mais moi, j'ai pas vécu. Moi, je me rappelle pas ce qui se passe à l'époque des Grecs. Mazé Bazman Hazeh. Le même Kohar qui s'est passé Bayamim Ahem, il peut revenir. C'est pas qu'il peut. Il revient Bazman Hazeh. Est-ce que tu es assez intelligent pour l'attraper au vol? Et eux, ils sont en plein camp de concentration. Et il te dit, mais Bazman Hazeh, mais tu es en train d'être frappé. De quelle nest tu pars? Et il continue. Shechianu. Vekiemanu. Bazman Hazeh. Avec la main tremblante, ils allument la première bougie. Ils regardent comme ça. Maintenant, vous comprenez, c'est plus Koach Nefesh. Ils se font attraper, mais ils sont morts. Le premier soir, il se passe bien. Deuxième soir, ils refont. Troisième, quatrième. Et là, on arrive au 5e jour. On est le soir. Tout se passe bien. On allume la Hanoukia. Là, d'un coup, on entend, attention, ils sont en train de faire l'appel. Il y a un général qui rentre dans le camp. Maintenant, ça n'a jamais existé qu'on fait l'appel aussi tard le soir. Et le général, il rentre, il voit des juifs et de la lumière au bout. Et il voit une sorte de Hanoukia, il comprend tout de suite. Là, il les regarde, ils se dit, ça y est, Shema Yisrael, Shalom Hashem Echad, on a fait ce qu'on a fait dans ce monde. Et là, il leur demande, comme ça, en allemand, c'est le 5e? Et eux, ils regardent, ils disent, oui, c'est le 5e jour. Et là, ils regardent la Hanoukia à l'allemand, ils se tournent et ils s'en vont. Ils sont sortis des camps, ces deux personnes-là. Ils ont dit, écoutez, on n'a jamais su qui c'était. C'est pas normal ce qui s'est passé. Et là, il dit, moi, j'ai l'impression au fond de moi que peut-être, c'était Yehuda Maccabi, qui est venu voir des années plus tard comment ses enfants ils sont prêts à être Moser Nefesh, de la même manière où lui, il a été Moser Nefesh. Juste admirer et partir. Mes amis, ça, c'est Hanouka. Hanouka, c'est évidemment éclairer l'extérieur, éclairer les gens, éclairer même son intérieur personnel qui est peut-être un peu trop dans la pénombre toute l'année. Mais surtout se rappeler que c'est un des moments de miracle.
unique. Et je vais vous lire quelque chose qui est extraordinaire, qui a été ramené au nom de l'Admour de Rougine. Écoutez bien. Ce que les justes peuvent accomplir de la part de Dieu lors de Rosh Hashanah et Yom Kippour, chaque juif peut l'accomplir pendant Hanouka. Vous prenez Baba Salé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu, qui sont capables de prier, de faire teshuva, Rosh Hashanah Kippour, tu jeûnes, chauffard, Neila. Ok? Et toi, tu es monsieur tout le monde, de Natania au Kikar, tu sais que tu es à côté de la plaque, tu sais que tu fais pas assez ce que Hachem te voudrait, qu'il voudrait de toi. Là, je te dis, regarde, aujourd'hui, je te change les règles. Tu jeûnes pas, tu vas pas passer 6 heures à la synagogue, à écouter 2 jours de chauffard, et à jeûner, et à truc, et à avoir des vertiges, et machin. Non, non, non. Là, ça va être que du kiff. Tu rentres chez toi, il est 17h, tu as fini ta journée, tu allumes ta Hanoukia avec ta femme et tes gosses, tu as une petite musique en fond. Bon, pas Michael Jackson, c'est pas recommandé. Essayez un petit truc un peu plus comme ça, spirituel, ce serait sympa. Ok? Tu mets ta petite musique en fond. Tu allumes tes bougies. Tu allumes tes bougies. Tu regardes la bougie et tu fais quoi? Une chose. Tu regardes et tu pries. Et le niveau que tu peux atteindre à ce moment-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de Yom Kippour. Ça, c'est la force de Hanouka, les amis. Alors, si vous avez compris ça, Bezrat Hashem, je vous souhaite que dans combien de jours? 2 jours. Comme maintenant. Bon, pas comme maintenant parce qu'il faudra allumer plus tôt. Ok? Vous allumerez vos bougies de Hanouka. Et vous allez prier de toutes vos forces. Que par la force de cette lumière qui représente, qui symbolise l'espoir, Akashbour, il va prendre ses lueurs. Et il va aller tout de suite déjà voir les otages à Gaza. Amen. Il va leur montrer enfin la lueur du jour, qu'ils n'ont pas vu depuis trop longtemps. Et il va dire, il est mort, les tsarotenu, die. Ça suffit. Donc priez pour les autres. Ensuite, priez pour vous. Et Bezrat Hashem de Barach, vous allez voir Nissim Niflaot. Amen. Kenyi Ratzon. Amen. Alors, maintenant, mes amis, on a fini le cours. On va passer à la bonne partie du show. Vous savez qu'il y a quelques temps, on avait fait un truc sympa ici avec Torah Box. On avait distribué quoi? Des tzitzit. Pour Hachem, beaucoup de mains s'étaient levées. Il y a eu un super grand Kiddush Hachem. Et je vous dis pas, la vidéo, moi je sais pas, on l'a filmé, on l'a envoyé. Il paraît que ça fait le tour des réseaux sociaux. Les gens, ils étaient en folie de voir comment les hommes, ils ont pris titre et comment les dames, elles s'étaient renforcées sur la sniout. Ok. Là maintenant, parce que je vous aime bien, j'ai eu à cœur de refaire quelque chose de sympa. Donc, il faut savoir une chose, comment ça se passe à Torah Box, c'est qu'ils sont pas débordés. Sur ultra méga débordés, mais c'est toute l'année. D'accord? Hier, j'ai eu le directeur Benjamin Benahou au téléphone. Comment ça va? Bon, j'ai dit, comment ça va veille de fête? Mais j'ai la vérité, là maintenant, ça commence à faire mal à la tête. Maintenant, c'est un type, je vous dis la vérité, Yamer Lesroto, c'est une personne extraordinaire. Je ne sais pas si vous allez voir la vidéo, mais je ne fais pas du lèche, c'est la vérité. Avec tout ce qu'il a sur la tête, il me fait perdre mon sang-froid à moi, tellement lui, il est calme. Il est d'un calme. Il est d'un calme. Je ne sais pas comment il fait. Il est calme, il est posé. C'est une machine de travail. Incroyable. Donc tout ce qu'ils font, vous avez voir, tout ce qu'ils font Torah Box, ça ne s'arrête pas. C'est en France, c'est pour les femmes, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, les soldats, les trucs. C'est extraordinaire. Ils sont ultra débordés. Je peux dire, même des fois, moi, j'ai besoin de les appeler pour d'autres choses. J'ai pas de réponse, j'ai pas d'appel, j'ai rien. Aide mal à la Par contre, j'ai envoyé un message il y a quelques temps à un de ses bras droits qui s'appelle Jonathan Berdabel, que je salue, que je remercie aussi pour tout ce qu'il fait. Je lui ai dit, regarde, je voudrais qu'on fasse quelque chose. On s'approche bientôt de Hanouka. Pour les hommes, pour les dames, je sais pas, quelque chose. Je dis, est-ce que t'es chaud? Il m'a répondu. Dis-moi ce que tu veux, on fait. Il m'a dit, tiens, une idée, on fonce son truc. Ah, j'ai purée, je sais même comment je vais l'attraper. Je vais envoyer un message choc. Dès qu'il me répond, je lui dis en fait ce que je veux vraiment. Il répond présent dès qu'on a besoin d'eux. Je lui dis qu'est-ce qu'on peut faire cette année de sympa pour Hanouka? Un voyage. Hein? Un voyage, oui, si vous voulez une croisière aussi, ça me dérange pas. C'est pas moi qui paye, c'est de toute façon. Moi, je peux proposer, on verra ce que ça va donner. Écoutez bien. Ils m'ont donné ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. L'allumage de Hanouka Torah Box. Maintenant, non seulement il est très bien fait, non seulement il est joli, mais il y a quelque chose de très particulier à l'intérieur, c'est ça. C'est cette partie cachée. C'est toute la page ici qui a marqué les ségoulottes de Hanouka. Non, je peux dire que je me suis assis dessus quand j'ai préparé le cours. C'est quoi les ségoulottes? C'est quoi? C'est-à-dire ce sont des choses extraordinaires qu'on peut faire pendant Hanouka. Ségoula. Je veux dire que quand j'ai vu ça, alors juste je vous dis les titres. Hein. Propice. Ségoulotte, sérénité. Déjà, on est pas mal, on commence bien. Ségoulotte, protection physique et spirituelle. Vous voulez mieux encore ou pas? Parnassa, en français, subsistance. Ensuite, avoir un bon œil. Ça, c'est pas mal.
Alors celle-là, je vous l'ai dit ou pas? Attirer des miracles. Amen. Ça vous donne envie, hein? Attendez, je ne vous ai pas encore dit le prix du truc. Avoir des enfants. Amen. Teshuva. Amen. Amen. Pourquoi on a dit que 70 ans, on est en pleine jeunesse, non? Il me semble, la dernière fois. On s'était mis d'accord là-dessus. Bon. Teshuva. Je pense qu'on en a tous besoin. Et ensuite, peut-être le plus important, avoir des enfants purs et animés de crainte du ciel. Alors, ce beau fascicule, il vaut des millions. Je vous le propose. Pour la modique somme de 60 shekels le fascicule. Non, je rigole, c'est gratuit. Par contre, je ne vais pas vous le donner facilement. Ah, vous pouvez rêver. Là, vous pouvez rêver. Avec ce que je vous ai dit, je sais que vous avez envie de l'avoir et je peux vous dire qu'il y a des références sur chaque ségoula costaud de chez costaud. Moi, bon, Rachem, j'ai amené en fonction. Mais je voudrais que vous compreniez que ce qu'on s'apprête à faire dans 2 jours, après un petit chiot, bon, Rachem, de 1 heure de temps, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut comprendre qu'il y a ici, je vous ai dit une brèche tout à l'heure, temporelle, un petit peu comme ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut que vous compreniez que Hanouka, c'est pas seulement une fête de beignets. C'est pas une fête uniquement de jouets, de cadeaux, de rencontres familiales. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on a été capable de faire à Hanouka, on n'a pas fait ni à Purim et ni à Pessah. Parce que la lumière qu'on a amenée, c'est une lumière qui existe jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, elle revient. Celui qui a un problème dans sa vie, c'est quoi un problème? C'est quoi une épreuve? C'est une noirceur. C'est une obscurité, c'est quelque chose qui est dur. On souffre. On souffre. Alors évidemment, les épreuves sont là pour nous faire grandir, etc. Mais le fruit reste quand même des fois, trop souvent, amer. Vous avez la possibilité, pendant Hanouka, simplement en vous asseyant pendant une demi-heure qui suit la Hadlaka de Hanouka, je précise mes amis, le moment le plus propice, non seulement pour allumer, c'est entre l'Ashka et Tzet HaKochavim, donc Sfaradim c'est plus Tzet HaKochavim. Pendant la demi-heure qui suit, c'est ça le vrai zman d'allumage et de prière. Vous savez qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Je vous dis un grand chidouche. À Maas et Brishit, il y avait ce qu'on appelle Oraganouz. C'était une lumière, mais tellement céleste qu'après, Akash Baruch Hu, il a pris, il a caché, il a gardé le Olam Haba. Chazal, ils disent, c'est un peu kabbalistique, que Akash Baruch Hu, il prend une fine partie de cette Oraganouz et il le met dans les bougies de Hanouka. Quelqu'un, rien qui regarde la Hanoukia, écoutez bien ce que je vous dis, quelqu'un qui regarde la Hanoukia pendant la demi-heure qui suit l'allumage dans la bonne horaire, c'est une ségoula extraordinaire déjà de quoi? De refoua chez les mains. Vous avez rien à faire. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Vous êtes assis devant des bougies. Mais tu dis, mais ça rime à rien. On ne te demande pas de comprendre. On te demande de croire. Narasé, fais l'ishma. D'abord fait. Après, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, celui qui me dit maintenant, qui va blinéder, prendre sur lui d'essayer d'allumer sa Hanoukia pendant les 8 jours, et c'est encore mieux à l'heure. Ok? Blinéder à l'heure. D'accord? C'est à peu près vers 17h, mais on vous dira les indications exactement si vous voulez l'horaire. C'est un grand mot. Torah Box lui offre ce fascicule extraordinaire et vous allez pouvoir jouir de toutes les ségoulottes qui sont dedans. Avec, je vous dis, la vérité, c'est super bien fait. Vous allez voir, il y a des ça. Celui qui se trompe avec ça, je vous dis la vérité, n'achetez pas un meuble Ikea après, hein, ça va pas le faire. Celui qui prend sur lui, qui lève la main maintenant, il en a un. Et je peux vous dire, c'est sur investissement parce que vous pouvez le garder chaque année. On va pas demander de le retourner à la fin de la fête. Vous le prenez à la maison. Vous allez jouir des ségoulottes. Et Bezrat Hashem, quand il y aura des bonnes nouvelles, moi je vous demanderai pas de royalty sur ce que vous allez gagner, toucher, etc. Simplement de venir nous dire que depuis Hanouka, il y a plein de choses qui se sont améliorées dans nos vies. Alors qui est-ce qui en veut un? Hein? On en a un, on en a deux, on en a trois. Attention, n'oubliez pas, celui qui lève la main, il s'engage blinéder à allumer les bougies les 8 jours à l'heure et de prier, et si possible, parce que c'est le plus important, 30 minutes devant la Hanoukia, à manger des beignets, ça ne me dérange pas, à jouer à la toupie, ça ne me dérange pas. Mettez le paquet parce que, écoutez bien ce que je vous dis, vous ne me rendez pas service à moi, ni à Torah Box. Vous rendez service à vous uniquement. Ça aidera Tson qui ne reviendra pas dans l'année. Il faut regarder une demi-heure là, les bougies. Monsieur d'ailleurs, vous avez levé la main? J'ai levé. Benjamin? Moi aussi, je suis. Quel? Il y en a assez. Non, assez il y en aura. Alors, moi je vais les mains levées. Celui qui veut. Dan, tu as levé la main? Alex? Blinéder? Steve? Mesdames, est-ce qu'on a des clientes? Oh là 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 là. Dommage qu'on ne peut pas retourner à la caméra pour montrer ce public extraordinaire. Alors mes amis, je vais vous laisser avec ça.
Je vous souhaite à tous Hanouka Sameach. Que Dieu vous compte de bénédictions, de brachot sur vous, vos familles, sur tout la Misrech, Yitzkel Mashiach Tzidkenu, de rattacher à la libération des otages. Enfin, qu'on gagne ces guerres. Bisrot Nerot Hanouka. Vous savez quoi? Parce que vous êtes sympa. Parce que vous êtes sympa. Pour vous chauffer juste une dernière fois. Pour vous montrer ce que c'est la puissance des bougies de Hanouka. Une histoire vraie, qui s'est passée avec le Rav qu'on surnomme le Yenouka. Vous connaissez? Ok. C'est une histoire que quelqu'un de très proche de moi, elle a vécue. Il avait une fille qui n'arrivait pas à se marier. Donc t'imagines les prières, t'imagines les ségoulottes, t'imagines ci, t'imagines ça. Ok. Bon, eh ben, une fille à marier, mon Dieu, quel souci! Et donc pour l'instant, elle ne se marie pas. Et lui, il sait que sa femme, elle doit se marier, elle veut se marier, il faut la marier. Voilà qu'il va assister à un cours du Yenouka. Le Yenouka, il donne des shiurim de temps en temps, même très souvent. Et voilà que le cours, il a lieu pendant un des jours de Hanouka. Pas exactement, mais je sais que c'était pendant Hanouka. Voilà qu'à la fin du shiur, une fois qu'il a fini le cours, les gens ils font la queue pour recevoir des brachot. Lui, il va voir le Yenouka. Il lui dit, Rabbi, ma fille, elle veut se marier. Je veux marier ma fille. Faites-moi une bracha. Il dit, Bezrat Hashem, elle va trouver son zivou. Et la question du père qui brûle les lèvres de n'importe qui, quand? Et les rabbinim, ils n'aiment pas cette question. Je vous dis tout de suite. Ils n'aiment pas, moi aussi, dès que je peux la placer, je la place, ils n'aiment pas. Et il dit, faut pas fixer de moment, Hachem il a ses moments, on peut pas fixer. Mais l'autre c'était un tenace. Il lui dit, ah, mais quand Ezrat Hachem. Et déjà on commence à lui faire signaler, tonton, il y a du monde derrière. Et là, il y avait la Hanouka qui était allumée en face du Yenouka, ils avaient fait l'allumage, etc. Il lui dit, allez Rav, Bisrout Nerot Hanouka. Quand? Et là, écoutez bien l'histoire, je l'ai entendu de sa bouche. Hein. Le Yenouka, il a regardé les bougies de Hanouka. Comme ça, comme je vous regarde maintenant. Il a regardé, il lui a dit, Hayom. Il lui a dit, aujourd'hui. Je me dis, bon, il s'est passé quoi finalement? Écoutez la suite de l'histoire. On est déjà le soir, n'est-ce pas? Au moment où on a allumé les bougies. Donc on est déjà la journée du lendemain. C'est lui qui va raconter l'histoire. Le lendemain après-midi, il reçoit un coup de fil d'une chatranite. On a quelqu'un pour votre fille. Maintenant, combien on a eu de coups de fil comme ça pour se marier? Des tonnes! C'est le mari de sa fille aujourd'hui. Et c'est arrivé le jour même où le Yenouka a dit Bisrot Nerot Hanouka, ce sera aujourd'hui. Donc si ça vous a convaincu, j'espère, vous avez compris l'importance que c'est ce jour-là. Je ne dis pas que vous allez faire un abracadabra, ça va forcément marcher, mais c'est un jour qui est très propice aux prières. Alors tous ceux qui ont levé la main, Chazal Kobaro, venez récupérer vos cadeaux extraordinaires et remercier encore une fois Torah Box pour ça, on peut les applaudir très très fort. Et on vous souhaite à tous Hanouka, Sameach, Chazal Kobaro. אם לא נשכח תמיד להיות